Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez été très nombreux à suivre nos interviews face cachée des candidats à l'élection présidentielle. En fait, quand on cumule les différents réseaux sociaux, chaque interview de tous les candidats a fait plusieurs millions de vues. Alors forcément, déjà, je tiens évidemment à vous remercier pour votre confiance parce que c'est un travail, et on va en parler, qui est forcément très important, de préparation à tout point de vue, et donc de voir ce travail reconnu et autant suivi, ça fait forcément plaisir et c'est un signe de confiance. Donc merci beaucoup pour votre confiance là-dessus. Vous avez posé beaucoup de questions ces derniers jours sur les interviews qui ont été réalisées, mais aussi sur les interviews qui n'ont pas été réalisées. Donc je vais y répondre aujourd'hui, sachant que je voulais en profiter pour vous dire deux petites choses quand même avant de commencer. D'abord, première chose, je ferai une autre FAQ plus complète et aussi de présentation de nos bureaux, etc., de notre studio de tournage aussi. Comme promis, ça sortira sur cette même chaîne YouTube dans quelques jours, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper ça. Et puis par ailleurs, je tiens à vous annoncer, ça fait très plaisir, qu'on va avoir notre propre soirée électorale, notre propre live de soirée électorale. Ça se passe directement sur ma chaîne Twitch, et donc concrètement je serai en live avec des invités à partir de 16h et jusqu'à la fin de la soirée. Alors on a fait le choix de pas avoir de personnalité politique, mais plutôt avoir des chercheurs, des journalistes et même vous en fait qui vont être aussi présents en partie sur le plateau, mais aussi évidemment dans le chat pour répondre à un maximum de vos questions, avoir des débats, des sujets, suivre en direct l'annonce des résultats évidemment à 20h, mais aussi les différentes réactions des politiques ensuite. Bref, suivre cette journée électorale avec vous comme on a suivi le reste de la présidentielle aussi avec vous ces derniers jours. Rendez-vous donc dimanche et on peut commencer sans plus tarder avec la petite FAQ. Alors première question, est-ce que certains avaient des exigences sur des sujets à évoquer ou à ne pas évoquer? Alors oui, dans le sens où certains avaient tenté de formuler comme ça des exigences sur des sujets à évoquer ou non. Maintenant, de notre côté, on a fait le choix de ne pas accepter ce genre de contraintes par rapport au format. En fait, on avait un format que vous voyez maintenant, qui est le format donc d'interview face cachée. On avait ce format-là, on voulait s'en tenir à ce format-là et que tous les candidats passent avec le même format. On savait en fait que autrement c'était une porte ouverte à une discussion, une négociation sur chaque question ou autre avec tous les candidats, et donc on voulait surtout pas rentrer là-dedans. Donc on a dit voilà, il y a ce format et les candidats qui veulent participer peuvent participer, mais on va pas rentrer dans les détails après. Et ça rejoint d'ailleurs la deuxième question, ce sera très rapide. Est-ce que les candidats connaissaient les questions à l'avance? La réponse du coup c'est non, ils les connaissaient pas à l'avance, même s'ils peuvent forcément, s'ils préparent l'interview, se douter que ils vont parler à un public qui est plus jeune que le public en général qu'ils ont à la télé ou autre, donc certains sujets risquent d'être davantage présents. Et non, sinon ils n'avaient pas du tout les questions à l'avance, on leur envoyait pas. Alors autre question où je tenais vraiment à y répondre parce que j'essaie d'y répondre à chaque fois que je fais une FAQ ou toutes sortes de choses, quand j'explique un peu les coulisses de notre travail et la façon dont on le voit, ça me paraît essentiel, c'est la question de la neutralité et de l'objectivité. Répondons à la chose directement, la neutralité ou l'objectivité en soi dans le journalisme, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais les journalistes, quels qu'ils soient, ce ne sont pas des robots. Et en fait, on peut vouloir, et c'est ce qu'on essaie de faire évidemment, un journalisme qui se veut honnête, factuel, etc. Mais le simple fait par exemple de poser une question plutôt qu'une autre à un candidat ou aux différents candidats à la présidentielle, c'est une absence de neutralité, c'est un parti pris éditorial disons, et c'est bien normal d'ailleurs, mais ça montre bien qu'aucun journaliste ne peut être neutre ou alors objectif. Nous voilà, on parle beaucoup, vous l'avez vu, des sujets environnementaux par exemple, et du sujet du climat par exemple, c'est un choix éditorial de le faire, et c'est qu'on considère que c'est un sujet majeur qui doit être porté au quotidien. De la même façon, on parle beaucoup, là vous l'avez vu dans les interviews, de la détresse économique de nombreux jeunes, de la situation notamment de la jeunesse. Alors ça tient évidemment au fait que vous êtes nombreux à être jeunes et à suivre ce qu'on fait. Il n'y a pas que des jeunes, mais il y a quand même pas mal de jeunes qui nous suivent aujourd'hui, et donc ça fait que c'est un sujet pareil qu'on porte beaucoup. C'est ce qui permet par ailleurs de faire ressortir les positions des candidats et aussi les lacunes de certains candidats sur certains sujets précis qui nous semblent importants. Alors autre question qui n'est pas revenue tant que ça, mais je voulais quand même y répondre aujourd'hui, les questions sont-elles aléatoires? L'immense majorité d'entre vous l'a bien compris, je pense que c'est pour ça que la question n'est pas beaucoup revenue dans la FAQ. C'est assez évident évidemment, les questions ne sont pas aléatoires aujourd'hui pour la simple et bonne raison que on doit préparer l'interview, et donc pour préparer l'interview, on doit préparer aussi les questions. Alors maintenant, il y a une question sur l'ordre d'apparition des questions lors de l'interview. Et là en fait, ça a été des grosses discussions au sein de l'équipe pour arriver à trouver le meilleur modèle en fait par rapport aux interviews des candidats, parce que là on avait plusieurs options. La première option c'était de se dire on va préparer 20 ou 30 questions et on va en garder que 10 lors de l'interview, et donc
aléatoirement, ça va s'arrêter sur 10 des 30 questions qu'on a préparées. L'avantage de ça, c'est qu'il y avait un côté aléatoire, donc c'est cette mécanique-là. Mais le désavantage, c'est qu'on perdait, je trouve, beaucoup de contrôle en fait sur l'interview. Alors justement, du point de vue de notre responsabilité, se dire que ça se trouve, on va passer à côté des 5 questions les plus importantes qu'il faut selon nous poser absolument aux candidats, ça pose quand même problème de se dire c'est les hasards, donc tant pis, on posera pas telle ou telle question. Donc ça, on a écarté assez rapidement l'option. Après, on avait une autre option qui était de se dire on ajoute une part d'aléatoire, mais en fait la première et la dernière question pour encadrer quand même un peu l'interview, on le garde et ça on sait du coup quelle question tombe. On trouvait que c'était un peu bizarre cet entre-deux et donc au final on s'est dit tant pis, non, c'est pas aléatoire et d'ailleurs on ne dit pas, vous le voyez, on ne dit pas du tout que c'est quelque chose d'aléatoire, on explique juste le fonctionnement de l'interview. Nous on sait, moi je sais les questions qui arrivent et en fait ce que ça permet c'est d'avoir un vrai contrôle éditorial sur l'interview pour poser les questions qui sont les plus importantes. Mais par contre, le format reste pour autant, je trouve, très intéressant et je l'ai vu aussi avec vos retours. Ça reste quelque chose qui est ludique et qui est innovant. Ce que ça permet notamment, je trouve, c'est cet effet de surprise pour vous, mais même pour le candidat qui voit l'emoji cadeau, qui s'apprête à découvrir du coup derrière cet emoji cadeau une question qui vient d'un autre candidat. Il y a ce côté aléatoire, je trouve, avec le dévoilement de choses à l'écran qui ajoute vraiment quelque chose. Et ça, on tenait à l'avoir absolument parce que c'est une façon aussi, je pense, d'approcher les candidats et d'approcher les questions qui est nouvelle. Et donc voilà comment est-ce que cette question a été tranchée. Alors autre question là aussi beaucoup revenue, comment gères-tu le temps de parole? C'est une question qui est majeure parce qu'en fait il faut comprendre que en ligne aujourd'hui sur internet, on n'est pas contrôlé par le CSA ou l'Arcom aujourd'hui, comme le sont la télévision ou la radio, qui ont d'abord une imposition d'équité de temps de parole, où en fait il y a un déséquilibre entre les candidats en fonction des sondages et des derniers résultats aux élections, et puis quelques jours avant l'élection, d'égalité très stricte de temps de parole. De l'autre côté, sur internet, en théorie, on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire 3 heures d'interview d'un candidat, 10 minutes d'un autre, et faire ça comme on veut sur YouTube. Pour autant, donc vous l'avez vu, nous on a choisi d'avoir une égalité de temps de parole entre tous les candidats, quel que soit leur pourcentage dans les sondages ou quoi que ce soit. Même un candidat qui a 1% a autant de temps de parole qu'un candidat qui est à 20% disons dans les sondages. Ça me semblait une bonne chose à faire. Alors après, d'un point de vue très concret, certains peuvent se demander mais si certaines interviews ont duré plus longtemps que d'autres, comment est-ce que vous faites? C'est très simple, on a fait en sorte d'avoir au montage d'équilibrer tout ça. Certaines interviews parfois duraient 10 minutes de plus que d'autres et du coup on faisait en sorte de raccourcir, tout en gardant évidemment le fond et la teneur des différentes choses, de raccourcir l'interview pour qu'on atteigne plus ou moins à 2-3 minutes près, disons, une égalité entre tous les candidats. Et voilà du coup comment est-ce qu'on a procédé. Autre question, as-tu senti un comportement particulier de leur part parce que tu es jeune, que ton audience l'est aussi et que c'est diffusé sur internet? Déjà, premier point là-dessus, certains candidats étaient surpris qu'on parle de fond, qu'on parle de leur vision de la France, du programme, etc. Je pense que certains s'attendaient à ce que, vu qu'on est sur internet, forcément ça allait être des sujets légers ou du divertissement ou quoi que ce soit. Non, ça n'a pas été le cas, on a parlé de sujets de fond et ça me semblait d'ailleurs essentiel, vous l'imaginez, de le faire. Par ailleurs, il y a certains candidats, mais ça vous l'avez vu aussi lors de l'interview, qui ont parfois tenté un peu de me ramener à mon âge, alors que ce soit d'ailleurs de façon négative ou autre, mais c'est parfois ressorti par moment le fait de ramener comme ça à mon âge. Je sais notamment qu'il y a eu une séquence qui a beaucoup circulé sur TikTok et sur Twitter lorsque j'étais face à Éric Zemmour. Peut-on espérer rassembler les Français en tant que président de la République après plusieurs condamnations justement pour provocation à la haine? Jeune homme. Ce genre de choses, ça arrivait parfois avec quelques candidats, pas tous évidemment, mais ça arrivait quand même avec certains. À titre personnel, je rebondissais pas dessus parce que ça me semblait pas forcément important sur le fond et puis surtout, les gens le voyaient déjà donc ça servait à rien de le relever. On a vu beaucoup de commentaires en réaction à tous ces trucs-là, donc les gens de toute façon on était conscients. Et oui, moi je considère du coup que l'âge n'a rien à voir avec le sérieux d'une interview, c'est-à-dire qu'on peut avoir 25 ans et faire une interview catastrophique comme une très bonne interview, et même chose à 70 ans, donc voilà comment est-ce que je vois le sujet. Alors une des questions aussi qui est beaucoup revenue et à laquelle je voulais prendre le temps de répondre aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'interview de Emmanuel Macron ou encore de Valérie Pécresse? Alors pour Valérie Pécresse, ça va être très rapide sur l'explication. On avait une date de Calais en fait en février. C'est une date qu'ils ont finalement décalée. Ils n'ont pas réussi à trouver de créneaux alors qu'on leur avait proposé énormément de créneaux. Et puis un peu plus tard, elle a eu le Covid et puis moi je suis tombé malade et puis elle a été en déplacement notamment aux Antilles. Bref, pour résumer, ils n'ont pas réussi à trouver un créneau pour le faire malgré les très nombreuses propositions
l'invitation qu'on leur a fait. Et donc voilà, du coup, vous l'aurez remarqué, pas d'interview de Valérie Pécresse sur la chaîne. Alors pour ce qui est d'Emmanuel Macron désormais, déjà la première chose à comprendre, enfin je l'ai dit tout à l'heure et ça valait pour tous les candidats, c'est que on tenait et on tient encore à faire le même format pour tous les candidats. Dans le cas très précis d'Emmanuel Macron, bon déjà il a été candidat plus tardivement que les autres, ce qui fait que eh bien, on avait un peu moins de temps forcément pour caler cette interview. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que quand il s'est déclaré candidat, eh bien il y avait en parallèle la guerre, il y a encore en parallèle la guerre en Ukraine, et donc lui il est à la fois candidat à la présidentielle et à la fois aussi, vous le savez, forcément encore président de la République avec ses crises à gérer. Donc la raison qui a été beaucoup invoquée ces derniers jours par l'équipe de campagne, c'est une raison de contrainte d'agenda et d'indisponibilité pour caler la date. Et c'est quelque chose qu'on peut entendre en soi, puisque justement l'actualité est forcément chargée, et en même temps, moi ça me semble assez essentiel de venir répondre à des questions qui concernent justement notre génération, surtout que vous êtes parfois assez nombreux à regarder nos interviews des candidats à la présidentielle, mais à pas regarder forcément d'autres interviews dans d'autres médias. Mais nous, c'est une interview qui est pas tournée en direct, donc on peut en soi, et c'est ce qu'on a dit, la tourner littéralement quasiment tout le temps, et on peut s'adapter pour faire en sorte de le faire comme on a fait avec les autres candidats à tout moment. Et ça, en l'occurrence, c'est pas le cas d'un certain nombre d'interviews qu'a donné Emmanuel Macron, qui était au JT de 20h cette semaine sur TF1, qui était sur France Inter cette semaine, qui était sur M6, qui était sur pas mal d'autres médias plus traditionnels, disons. Donc voilà, pour tout vous dire, moi je trouve à titre personnel que c'est vraiment dommage, parce que ça aurait vraiment apporté quelque chose, de la même façon qu'on l'a fait pour les autres candidats, d'avoir ce temps d'échange sur ces sujets qui sont absolument majeurs. Maintenant, il y a une question qui se pose, et c'est une question un peu ouverte que je pose même à vous, et je vous invite vraiment à en parler éventuellement dans les commentaires. La question qu'on se pose, c'est que si jamais c'est une question de timing et d'agenda, en fait, si on se dit qu'on fait éventuellement l'interview lors du second tour, dans le cas où Emmanuel Macron est au second tour, hein, rien n'est sûr, mais enfin il y a quand même des chances qu'il soit au second tour. Est-ce que, eh bien, on pourrait pas faire cette interview lors du second tour de l'élection présidentielle? La question que ça pose en fait, c'est est-ce que c'est égalitaire entre les différents candidats que Emmanuel Macron soit interviewé au second tour? Certains pourraient dire que c'est avantageux pour lui, mais d'autres pourraient dire que c'est aussi à son désavantage, parce qu'en fait, alors dans le cas où Emmanuel Macron est au second tour et que du coup on l'interviewe au second tour et qu'il accepte, etc., en fait, certes, l'interview est diffusée plus tardivement, mais c'est aussi un désavantage, dans le sens où l'interview de l'autre candidat ou candidate à la présidentielle au second tour aura été postée sur notre chaîne depuis des semaines déjà, elle aura déjà eu le temps de faire potentiellement des millions et des millions de vues, et donc au final c'est pas forcément un avantage pour Emmanuel Macron d'être diffusé tardivement, parce que ça laisse moins de temps aux gens pour voir cette interview. Voilà donc pour mes réponses aux questions les plus revenues concernant ces interviews face cachée des candidats à la présidentielle. Ça me semblait essentiel de faire ce petit travail quand même aujourd'hui à quelques jours du vote, et donc vous allez pouvoir suivre la soirée électorale avec nous dimanche. Je le disais aussi par ailleurs, mais vous êtes sûrement déjà au courant, sur Instagram, on a des formats de résumé des programmes de tous les candidats, de comparaison des positions des candidats sur pas mal de sujets aussi importants. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Instagram ces derniers jours. Voilà, on essaie de faire le travail au mieux, et vos retours encore une fois font très très plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et voilà, et puis on se dit du coup à très vite pour d'autres vidéos sur cette chaîne. On fera d'ailleurs d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec la présidentielle dans les prochains jours, ça me semble assez essentiel, et je peux notamment vous teaser que la semaine prochaine on aura l'interview d'un artiste que vous connaissez sans aucun doute, qui sera présent du coup sur cette même chaîne YouTube, et évidemment du coup on se donne rendez-vous dimanche sur Twitch.